Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de corriger la première épreuve de XENS qui a lieu ce lundi à 8h. Aujourd'hui c'est vendredi 19 avril. Je vous laisse tout de suite avec l'énoncé. Pour n un entier dont n étoiles, Sn c'est le groupe des permutations de 1n. Epsilon de sigma c'est la signature d'une permutation. On appelle un point fixe, i appartient à un n, c'est un élément tel que sigma de i égale à i. C'est-à-dire sigma reste invariant par rapport à cet indice-là. Et on note v de sigma, le nombre de points fixes de sigma. Finalement, on appelle dérangement une permutation sigma qui n'a aucun point fixe. Et on note d de n l'ensemble des dérangements, c'est-à-dire l'ensemble des permutations qui n'ont aucun point fixe. Et d de n sont cardinales. K parmi n, c'est le coefficient binomial. Et on pose k parmi n égale à 0 lorsque k supérieur strictement à n. Rx, l'espace des polynômes, a une indéterminée, a un coefficient réel. Si de plus n supérieur ou égal à 0, Rn de x, ce sont les polynômes de degré au plus est égal à n. Si n supérieur à 0, d supérieur à 1 sont deux entiers naturels, on note d divise n. X en réel, on sait déjà la partie entière d'un nombre réel, on le note comme ça, et x est le compris entre la partie réelle et inférieur strictement à la partie entière plus 1. Si P est un nombre premier, n un entier naturel non nul, Vp de n, si le max de V appartient à n, tel que P à la puissance V divise n. Nous allons aussi revenir sur ces notations lorsqu'on aura besoin. Alors, je vous laisse un petit peu avec l'énoncé pour mieux le voir. Voici la première partie où on considère n un entier naturel supérieur ou égal à 2, x un réel et mx une matrice d'ordre n dont les éléments diagonaux sont est égal à x et les autres coefficients codés 1. Montrer que la matrice M0 est diagonalisable et déterminer ses valeurs propres et ses sous-espaces propres. Nous devrions tout d'abord justifier que la matrice M0 est diagonalisable. M0, c'est la matrice suivante. Et on peut remarquer que cette matrice, elle est symétrique et à coefficient réel. Alors, d'après le théorème spectral, bien évidemment, cette matrice, elle est diagonalisable. Puis, on devrait déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres associés de M0. Pour ce faire, on va calculer le polynôme caractéristique de M0, qui est égal à ce déterminant. Alors, comment nous pourrions calculer ce déterminant? On peut bien remarquer, si on remplace x par 1, ce déterminant, ça va être égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on aura toutes les lignes ou bien les colonnes liées. Et le rang de cette matrice, ça va être égal à le rang de 1 fois in plus m0, ça va être égal à 1. Ce qui équivaut à ce que le déterminant, la dimension de l'équerre de 1 fois in plus m0, d'après le théorème de rang, parce que la somme de ces deux-là est égale à
n. Et donc, celui-là est égal à n moins 1. Or, donc c'est ça le sous-espace propre associé. E de 1, 2, moins M0, la dimension. Or, on sait que l'ordre de multiplicité il est supérieur à la dimension. L'ordre de multiplicité de la valeur propre 1. Donc, qui est égal à n moins 1. Alors, il reste, puisque la matrice il est diagonalisable, donc elle va être semblable à une matrice diagonale. On a ici un n moins 1 fois et une autre valeur propre alpha à déterminer. Alors là, on sait que la trace de la matrice M0, la somme des éléments diagonaux, donc ça c'est 0, égale à la somme de ça. Et donc ceci implique que 1 plus 1 plus alpha égale à 0. Et voilà, on a trouvé qu'une autre valeur propre qui est égale à 1 moins n. Voilà, nous revenons pour bien écrire les choses. Tout d'abord, on remarque bien que x de moins m0 évalué en 1 est égal à 0. Si je remplace dans le polynôme caractéristique par 1, on va obtenir que c'est égal à 0 parce que tout simplement les colonnes sont liées de cette matrice 1 et n plus m0. Et donc 1 est une valeur propre de moins m0. Le sous-espace propre associé à cette valeur propre, donc un élément appartient à le sous-espace propre, c'est-à-dire le quart de i n plus m0 équivaut à ce que cette matrice-là fois x1 jusqu'à xn est égal à 0. Ce qui équivaut encore une fois à une seule équation, la somme, puisque ça est égal à 1, donc la somme de xi de 0 jusqu'à n égale à 0. Voilà, c'est ça le sous-espace propre. Ce sont les n et plus, tels que la somme des éléments égale à 0. C'est un hyperplan. Parce que c'est de dimension n-1. La dimension de l'espace moins 1. Ou bien parce que c'est le quart d'une forme linéaire. Si on considère l'application phi qui est associée à chaque n upli, x1 jusqu'à xn, à la somme. Donc ça va aller de Rn vers R est une forme, est une application linéaire. Donc le quart est un hyperplan. Voilà, finalement, et dimension de E1 est égale à n-1. Il reste à déterminer la dernière valeur propre, puisque moi M0 diagonalisable, donc semblable à une matrice de la forme suivante. Une matrice diagonale. 1 est une valeur propre d'ordre de multiplicité au moins est égal à n-1. Comme j'ai expliqué avant, l'ordre de multiplicité est supérieur ou égal à la dimension du sous-espace propre. Donc, n-1. C'est pour cela qu'on a répété 1, n-1 fois. Diagonalisable, semblable à la matrice A, moins m0 diagonalisable est semblable à cette matrice. Donc, ils ont la même trace. Et la trace de moins m0, c'est 0, égale la trace de cette matrice qui est égale à n-1 plus alpha. On conclut que alpha est égal à 1 moins n est une valeur propre de moins m0. Pour déterminer le sous-espace propre associé à cette valeur propre, on va calculer ce produit et on va évaluer pour que ça soit égal à 0, 0. Ce qui équivaut à ceci égal à 0. Puisqu'on sait que, encore une fois, que la dimension de la valeur propre 1 moins n, il est inférieur à m lambda.
m de 1 moins n, qui est égal à 1, est supérieur à 1, parce que 1 est une valeur propre. 1 moins n est une valeur propre, donc nécessairement supérieur ou égal à 1. Alors, n'oublions pas que n est supérieur ou égal à 2. Et donc, la dimension de ce espace-là est égale à 1. Alors, il suffit juste de déterminer une solution, parce que cet espace il est engendré par un élément non nul, car il est de dimension 1. Donc, soit on peut remarquer que 1 est une solution. Si je remplace x1 jusqu'à xn par 1, alors on voit que ceci vérifie l'équation. Et donc, le seul espace propre est égal à vecte de 1, 1. Parce que tout simplement, on a la dimension égale à 1. Sinon, nous pourrions faire l'équation, tout simplement. On va avoir 1 moins n fois x1 plus les autres, i égale à 2 jusqu'à n, xi égale à 0, ainsi de suite. C'est-à-dire 1 moins n, xk, plus la somme de i égale à 1 jusqu'à n, i différente de k, xi est égal à 0. Si je calcule ce produit-là, ça fois ça, ainsi de suite. Alors, comment nous pourrions démontrer que le seul espace propre, c'est exactement engendré par ces éléments? C'est-à-dire, il faut démontrer que les éléments sont égaux. x1 jusqu'à xn, il est engendré par 1, 1, donc ça est égal à x1 jusqu'à x1. Donc, il faut démontrer que les éléments sont xk sont égaux. Voilà, on peut faire juste la différence des deux équations et on trouvera si xi différent de xg avec i différent de g, et on va trouver une contradiction. Donc on va faire la différence et vous allez trouver directement la contradiction. Voilà, comme ça on vient de répondre à la première question où il demande de démontrer qu'au moins M0 est une matrice diagonalisable. Déterminer les valeurs propres sont 1 et 1 moins n, et on a aussi précisé les sous-espaces propres. Avant de passer à la deuxième question, on va rappeler les notations. Pour n un entier non nul, on a Sn, c'est le groupe des permutations sur 1, de 1 jusqu'à n. C'est de sigma, c'est la signature d'une permutation sigma. Et si sigma est une permutation, un point fixe de sigma, c'est un élément i de 1 jusqu'à n, tel que sigma i égale à i. C'est-à-dire l'image d'un point est égale à elle-même. Et on note V sigma, le nombre de points fixes de sigma. C'est-à-dire, on compte combien d'éléments tels que sigma i égale à i, où ces éléments appartiennent à 1 jusqu'à n. Et la deuxième question, il demande de déduire que la somme de sigma appartient à Sn. La signature de sigma fois x à la puissance v de sigma égale x moins 1 à la puissance n moins 1 fois x plus n moins 1. Pour répondre à cette question, il y a deux indications. La première, on remarque bien que c'est un peu proche de la formule des déterminants qui est égale à sigma appartient à Sn, la signature de sigma fois le produit des coefficients. A sigma i, les coefficients d'une matrice. Laquelle on va voir après. La deuxième indication, on a x moins 1 à la puissance n moins 1 fois x moins 1 moins n. Donc on remarque bien que ce sont les valeurs propres qu'on a trouvées. Donc ça c'est exactement le polynôme caractéristique de la matrice diagonale, c'est-à-dire x fois in moins la matrice suivante, 1 jusqu'à 1 moins n.
Or, cette matrice-là, on vient de démontrer qu'elle est semblable à moins M0. Donc, xin moins M0, ils ont, puisque cette matrice et moins M0 sont semblables, donc ils ont le même polynôme caractéristique. Donc, ces deux déterminants sont égaux. Et c'est ça égale exactement à x1, 1, et ainsi de suite. 1, x. Ça va nous donner ceci. Ça, c'est très bien. Il faut démontrer maintenant que ce déterminant est égal à ceci. Donc, on va appliquer la formule de déterminant. Et on sait que les coefficients, le produit de i égale 1 jusqu'à n, a sigma i. On va séparer cette somme-là pour les éléments tels que sigma i égale à i et les éléments tels que sigma i différents de i. Dans ce cas-là, on sait que les coefficients sont égaux à 1. Là, le sigma i, l'indice de la ligne est différent de la colonne. Par contre, les éléments diagonaux égale à x. A sigma i, lorsque ça sigma i égale à i, on a ça égale à x. Et cette somme-là est égale à combien de fois on va le répéter? Pardon, ce produit-là, on va le répéter v sigma fois. On rappelle que mx égale à cette matrice qui est égale à x fois in plus m0. Or, on sait que la matrice m0 et moins m0 elle est semblable à cette matrice-là. Alors, elles auront le même polynôme caractéristique. Et donc, le déterminant de xn, in, m0 égale à ce déterminant. x moins 1, c'est-à-dire le polynôme caractéristique de cette matrice. Ce qui équivaut, alors on va utiliser ici la formule de déterminant, la somme des permutations fois les coefficients. D'autre part, ce déterminant-là, on a x moins 1 à la puissance n moins 1 fois x plus n moins 1. Il reste à dire pourquoi ceci est égal à x à la puissance v de sigma. Alors, on sait très bien que a de sigma i, parce qu'on travaille sur la matrice de x in plus m0, c'est-à-dire cette matrice-là. Lorsque l'indice sigma i égale à i, on sait que ça égale à x, sinon égale à 1. Et alors, ce produit, on va séparer les indices tels que sigma i égale à i. On va remplacer a par x et c par 1. Puisque ce produit, donc il va rester seulement ce qui est égal à x à la puissance v de sigma. Finalement, on a trouvé le résultat demandé. Voici la deuxième question où il demande de calculer la somme des signatures de permutation, puis la somme de la signature fois v de sigma, et finalement la somme de signature de sigma sur v de sigma plus 1, où sigma parcourt les éléments de Sn. Puisqu'on a trouvé dernièrement que cette somme égale à ceci, alors on peut remarquer directement, si on remplace x par 1, on va obtenir la première somme demandée. Et si je remplace ici par 1, on va obtenir 0. Donc, on obtient que cette somme-là égale à 0. Maintenant, passons à la deuxième. Alors, on voit clairement, si je dérive ça, la puissance va descendre ici. On va avoir v sigma. Et on remplace encore une fois par
par 1. Mais il faut faire attention que V sigma appartienne à n. C'est-à-dire, il faut que V sigma égale à 0 ou bien V sigma est supérieur à 1. Dans le cas où égal à 0, donc ça va être ça égale à 1. Donc c'est une constante, la dérivée c'est 0. Et lorsque c'est supérieur à 1, on va calculer la dérivée. Tout d'abord, on va noter f de x, cette fonction-là qui est dérivable, parce que c'est un polynôme, c'est une somme finie, parce que le nombre de permutations est fini, il y a 1 factoriel permutation. Alors la dérivée de cette fonction, on va séparer les sigma tels que v de sigma supérieur à 1 et les sigma tels que v de sigma égale à 0. Voilà, dans ce cas, x à la puissance 0, c'est 1. Alors, la première dérivée, ça va donner ceci, et la deuxième, c'est 0. Donc, d'autre part, on a f', on va calculer la dérivée de cette fonction. Donc, par rapport à x, on obtiendrait ceci. Et alors, si on remplace x par 1, dans les deux formules, on trouvera dans la première que ça, parce qu'il reste seulement ceci, je remplace x par 1, égale encore une fois la somme si je parcours toutes les permutations. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté dans cette somme-là seulement les permutations telles que v sigma égale à 0. Parce qu'il y a des permutations soit égale à 0, soit supérieure ou égale à 1. Donc si je rajoute 0 fois ceci, ça va, c'est comme si je n'ai rien rajouté. Je remplace aussi dans l'autre expression par 1, on obtient 0 si n supérieur ou égal à 3, parce que ça va être ça égale à 0, ça égale à 0 si je remplace par x par 1. Sinon, parce qu'on sait d'après les données que n est supérieur ou égal à 2. Si n égale à 2, alors ceci ça va être égal à 1, parce que n égale à 2. Ceci, ça va être égal à 2, si je remplace x par 1. Ça, c'est 0, donc on obtient 2. Voilà, on a trouvé finalement que cette somme-là égale à 0 si n supérieur ou égal à 3, sinon 2. Et pour le calcul de cette somme, il suffit juste de remarquer que vous pouvez trouver une primitive de f pour x appartienne à R, une primitive de notre fonction f qu'on a posée avant, c'est cette somme x à la puissance v de sigma plus 1 sur v de sigma plus 1. Rappelez-vous que v de sigma appartient à n. D'autre part, on a f de x égale à ceci. Alors, on va développer pour trouver une primitive de cette fonction. X moins 1 fois x moins 1 à la puissance n moins 1, ça fait x moins 1 à la puissance n. Et x moins 1 fois n, on va obtenir ceci. Donc c'est facile à trouver une primitive de cette fonction. C'est x moins 1 à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Plus x moins 1 à la puissance n. Je remplace encore une fois par 1 dans cette expression. Alors, on obtiendrait la somme demandée est égale à 0. Établir que le cardinal de permutation dont la signature est égale à 1
est égal le cardinal des permutations dont la signature est égale à moins 1. Et on déduit qu'une permutation de Sn tirée uniformément, au hasard soit de signature prescrite. Dans la précédente question, on a démontré que la somme des signatures de permutation de Sn égale à 0. Et on sait que la signature a deux possibilités, soit est égale à 1, soit moins 1. Donc, cette somme-là, on va la séparer. Les permutations dont la signature est égale à 1 et la somme dont la signature est égale à moins 1. Parce que c'est les seules possibilités pour ces permutations-là. Ça égale à 0. Et donc, si en sommant on fait somme ça va être égal à moins 1. Alors, il y aura combien de moins 1? Il y aura moins le nombre de permutations cardinales des éléments de permutation tels que sigma, la signature est égale à moins 1. Et ici, ça, c'est égal à 1. 1, on va le compter combien de fois? C'est cardinal de appartient à Sn, tel que la signature est égale à 1. On va compter ces éléments, le 1 cardinal de ça fois. Voilà, puisqu'il y a entre la somme ces deux-là égale à 0, donc on a égalité. On va bien écrire les choses. Alors, on a déjà trouvé que les signatures, on sait qu'ils sont dans moins 1, 1, les seules valeurs possibles. Et la somme des signatures est égale à 0 d'après la précédente question. Alors, on va utiliser une partition de des permutations, les permutations dont la signature est égale à 1, plus la somme des signatures des permutations dont la signature est égale à moins 1. C'est toujours égal à 0. Encore une fois, je vais remplacer par les valeurs. Ça est égal à 1 et ceci est égal à moins 1. Toujours 0 égale à 0. Alors, il y aura combien de 1 ici? Donc, c'est le cardinal de ces éléments. Le cardinal de moins, on va factoriser par moins la somme de 1, où sigma parcourt les éléments dont la signature est égale à moins 1, donc c'est moins cardinal de ça. Égal encore une fois à 0. Alors finalement, on a trouvé le résultat demandé. Donc, la proba pour choisir une signature une permutation de signature par exemple est égale à 1, c'est 1 sur 2. Et la proba pour choisir une signature de permutation égale à moins 1, donc c'est 1 sur 2. Donc, alors voilà, si on tire au hasard uniformément une permutation parmi les permutations, alors pour tomber sur une permutation dont la signature est égale à 1 ou bien moins 1, c'est toujours 1 sur 2. Pour sigma appartiennent à Sn, préciser à quelles conditions servées de sigma on a sigma appartiennent des deux n. C'est-à-dire un dérangement, c'est-à-dire sans point fixe. Et vu de sigma, on rappelle que ça, c'est contre le nombre de points fixes pour cette permutation sigma. On déduit que le cardinal de sigma appartient à des deux n, tel que psi de sigma égale à 1, égale cardinal de sigma appartient à des deux n, tel que psi de sigma égale à moins 1. Plus moins 1 à la puissance n fois n moins 1. Pour la condition sur V de sigma,
où sigma est un dérangement, c'est clair, parce qu'un dérangement, c'est-à-dire 100 points fixes, c'est-à-dire 0 point fixe. Et ça signifie que V de sigma égale à 0. Alors, comment nous pourrions démontrer cette égalité? On va revenir à ce qu'on a trouvé avant. On rappelle qu'on a trouvé que cette somme-là égale à x moins 1 à la puissance n moins 1 fois x plus n moins 1. Donc, par quelle valeur on va remplacer x pour obtenir ceci? Par x égale à 0. Et si je remplace ici par 0, donc il faut discuter lorsque v de 0 égale à 0, parce que 0 à la puissance 0, c'est 1. Donc c'est pour cela, il faut séparer ces éléments. Sigma appartient à Sn, tel que sigma appartient à d de n, c'est-à-dire un dérangement. Donc dans ce cas, on aura x à la puissance 0, c'est 1, plus sigma appartient à Sn, et sigma n'appartient pas à dn, c'est-à-dire n'est pas un dérangement. Donc ça va être v de sigma. Dans ce cas-là, celui-là, il est supérieur ou égal à 1. Égale toujours x moins 1 à la puissance n moins 1 fois x plus n moins 1. Et on va remplacer x par 0. On va obtenir ici le résultat demandé. Et donc, ici, si je remplace x par 0, ça va être égal à 0. Voilà. Donc, il va rester seulement ceci. Égal à moins 1 à la puissance n moins 1 fois n moins 1. Puis, on sépare les permutations dont la somme dont la signature est égale à 1 et les permutations dont la signature est égale à moins 1 comme avant, et on va trouver que ceci est égal à ça. Restez avec nous, on va écrire tout ça en détail. Ils ont demandé de rappeler la V de sigma est égale à combien? 0, pour pouvoir séparer cette somme-là. Donc si on le sépare, les éléments qui appartiennent au dérangement, donc x à la puissance 0 c'est 1, plus les éléments qui n'appartiennent pas à dn. Alors dans ce cas, V de sigma, ça va être supérieur ou égal à 1. Égal à toujours la même expression. Je remplace x par 0, on obtient moins 1 à la puissance n moins 1, n moins 1 dans l'expression à droite, et à gauche, la somme de ça. Donc ça égale à 0. Je sépare encore une fois les permutations dont la signature est égale à 1 et les permutations dont la signature est égale à moins 1. Donc ça égale au cardinal des éléments qui sont dans Dn, tels que la signature est égale à 1. Ça va être moins cardinal des éléments dans Dn, des dérangements, dont la signature est égale à moins 1. Donc on va le déplacer dans l'autre côté. Ça va être plus moins 1 à la puissance n moins 1, n moins 1. Et c'est ça le résultat demandé. Dans la suite, pour m appartient à n, on considère la matrice m suivante, dont les coefficients sont 0 parmi 0, 0 parmi 1, ainsi de suite. Et ça, c'est la combinaison k parmi n égale à n factoriel sur k factoriel fois n moins k. Alors, cette matrice, puisque de 0 jusqu'à m, donc est une matrice de taille m plus 1. Justifie que les familles 1 jusqu'à xm, x et la famille 1 jusqu'à x moins 1 à la puissance m sont des bases de Rm de x. Autrement, pourquoi cette famille-là et celle-là sont des bases de les polynômes de degré O plus est égal à m.
soit M appartient à N, on remarque très bien que ces familles-là sont des familles échelonnées en degrés, c'est-à-dire degré de celle-là inférieur à ça, inférieur à ça, inférieur strictement, de même. Et on sait qu'une famille échelonnée en degrés, elle est libre. Donc ces deux familles sont libres. De plus, le nombre des éléments de ces deux familles est égal à cardinal de 1x jusqu'à xm égale à 1 plus 1. Or, 1 plus 1, c'est la dimension de Rmx. Donc, ce sont deux familles de Rmx dont le nombre des éléments égale la dimension et qui sont libres, alors elles sont une base. Donc, une famille, pour qu'elle soit base, si elle est libre et de cardinal égale la dimension, alors est une base. Montrer que la transposée de la matrice M est la matrice de l'application identité qui est associée à chaque matrice à elle-même dont les bases, ou celui-là c'est la base de départ et celle-là la base d'arrivée. On rappelle que la matrice M c'est la matrice suivante. Pour déterminer la matrice de cette application, il faut juste calculer l'image de la base de départ de chaque élément de la base de départ. Donc en général, pour k appartienne à n, l'image de x à la puissance k, on va essayer de l'exprimer dans cette base-là. Alors comment nous pourrions faire introduire le x moins 1, moins 1 à la puissance n. Donc on va rajouter et retrancher 1, moins 1 plus 1. Puis on va utiliser la formule de binôme de Newton. Donc ça fait la somme de L égale à 0 jusqu'à K, L parmi K, x moins 1 à la puissance L fois 1 à la puissance K moins L. Donc c'est pas la peine de l'écrire. Voilà, on a trouvé les fonctions, ou bien les éléments de cette base. Les coefficients. Donc, on va noter E, la base canonique, et bêta, cette base. Alors, la matrice de cette application, dont les bases E, bêta, est égale. Ici, on va écrire les éléments de la base de départ, les images. Ici, la base d'arrivée. Donc l'image de 1, c'est toujours 1, 0 parmi 0, cette somme-là. Ainsi de suite. L'image de x, donc x, ça va être égal à x moins 1 plus 1. Donc les coefficients, d'après cette formule-là, c'est 0 parmi 1 et 1 parmi 1. Ainsi de suite jusqu'à x à la puissance m. Donc la somme, ça va être égal à L égale à 0 jusqu'à M jusqu'à M. Donc 0 parmi M fois 1 parmi M, ainsi de suite. Voilà. Et la transposée de cette matrice est égale à M. Donc ça, on voit clairement, cette ligne-là, c'est cette colonne. La deuxième ligne, c'est la deuxième colonne. Alors, c'est exactement la transposée de M. Question 5c, établir que la matrice M est inversible et expliciter son inverse. On a la matrice M, ou bien la transposée de M, et la matrice de l'endomorphisme identitique qui est inversible. Donc, la transposée de M, elle est inversible. Alors, M aussi est inversible. Ou bien, on peut voir que la transposée de M, c'est la matrice de passage, parce que c'est la matrice de l'identité, donc la matrice de passage de la base E vers la base bêta. Et on sait que la matrice de passage est une matrice inversible,
Et son inverse, c'est la matrice de passage de bêta à la base E, à la base d'arrivée, de départ. Donc on fait l'inverse. Alors, pour K appartienne à N, on va chercher seulement la matrice de passage de la base bêta à la base E. C'est-à-dire, il faut exprimer les éléments de la base bêta, x-1 à la puissance K, dans la base de E, la base canonique. On utilise toujours cette notation. Donc, on va utiliser encore une fois la formule de binôme de Newton. Voilà, on obtient directement que les éléments, l'expression de chaque élément dans la base de E. Et alors, la kème colonne de la matrice transposée de M, dans les coefficients, ce sont ceci. Alors, le coefficient de l'inverse de la transposée de M, qui se trouve dans la ligne L et de la colonne K, ça va être égal à L parmi K fois moins 1 à la puissance K moins L. Mais seulement si L inférieur ou égal à K. Sinon, on n'a pas, c'est-à-dire 0, si L supérieur à K. Voilà, on a trouvé les coefficients de l'inverse de la transposée. Et on sait que l'inverse de la transposée égale la transposée de l'inverse. Donc, les coefficients de M moins 1, KL, égale les coefficients de la transposée, M moins 1, et on a changé. Parce que je sais que si vous avez une matrice M, A, KL, égale le coefficient L, K. On fait la transposée. C'est tout ce qu'on a fait. Pour enlever la transposée, il faut juste inverser ces éléments. Voilà, ça, encore une fois, on l'a trouvé déjà égal à L parmi K moins 1 à la puissance K moins L, si L inférieur ou égal à K, sinon égal à 0. On a démontré que la matrice M est inversible parce que c'est une matrice de passage et on a trouvé explicitement les coefficients de la matrice M moins 1. Si U0, UM, V0, Vm appartient à R à la puissance M plus 1, déduire, si on a la relation suivante, quel que soit K inférieur à M, UK égale à la somme de L égale à 0, jusqu'à K, L parmi K, V de L, alors on a aussi, quel que soit K inférieur à M, on change les rôles. V de K égale en fonction du UL. La somme de L égale à 0, K moins 1 à la puissance K moins L, L parmi K, UL. On déduire. Donc on va utiliser la question précédente. Dans la question précédente, on a démontré que la matrice M est inversible et on a déterminé M moins 1. Les coefficients de M étaient L moins K et les coefficients de M moins 1, c'est moins 1 à la puissance L moins K, pardon, K moins L, fois L parmi K. Si L inférieur à K, sinon 0. De même, ici 0. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Il faut juste, c'est comme si on a la multiplication par la matrice M, ici la multiplication par la matrice inversible. Donc, on va essayer d'écrire ceci, quel que soit K inférieur à M, sous forme d'un système U0, pardon, V0 jusqu'à Vm. Alors, pour trouver U0, on va faire la multiplication de la première ligne de M. Et la première ligne de M, c'est 0, 0.
les autres 0. Ainsi de suite. La deuxième ligne de M, donc c'est 0, 1 fois 1, 1, 0, 0. Ainsi de suite jusqu'à 0M, 1 parmi M, M parmi M. Alors si on fait la multiplication de ça, la dernière ligne fois ceci, on va obtenir l'expression de UM. Alors ceci égale à U0, U1, ainsi de suite, UM. Ça, c'est notre matrice M. Alors, pour trouver l'expression des VK, on va multiplier par M moins 1 et on obtiendrait le résultat. Si on obtient par M moins 1, on trouve les VK. Donc, V0 jusqu'à Vm égale à M moins 1 fois, et on a les coefficients de M moins 1, ceci, on obtiendra ce résultat. On va écrire les choses correctement. Alors, on suppose, quel que soit K inférieur à M, UK égale à ceci. Et on va essayer de démontrer ceci. VK égale à cette somme, quel que soit K inférieur à M. Donc, on remarque bien que c'est le produit de la matrice, celle-là, fois V0, le vecteur V0, V1, égale à U0 jusqu'à UM. En déduire, parce qu'ils ont, autrement dit, il faut introduire la matrice M. Et c'est ça notre matrice M, qui est inversible. Alors, on va multiplier par l'inverse. Donc, on obtient que M moins 1 fois U0 UM égale le vecteur des V. Ce qui équivaut à ce que on a déjà l'expression de M moins 1. Les coefficients sont moins 1 à la puissance 0 moins 0, ainsi de suite 1 moins 0, 1 moins 1. Et la dernière ligne. Alors on obtiendrait, quel que soit K inférieur ou égal à M, VK égale moins 1 à la puissance K moins L fois L parmi K. Il faut juste multiplier chaque ligne fois ceci. Donc ceci fois UL. Question 6. Montrer pour tout entier naturel n non nul que d de n égale n factoriel, la somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 à la puissance k sur k factoriel. Et on aimerait bien vous rappeler que d de n égale le nombre de dérangements. C'est-à-dire, on a déjà défini c'est quoi un dérangement. C'est une permutation qui n'admet aucun point fixe. D de n, c'est l'ensemble des dérangements et D de n, c'est son cardinal. C'est-à-dire le nombre des éléments de permutation qui n'ont aucun point fixe. Un point fixe, c'est-à-dire sigma i égale à i. Pourquoi le nombre de permutations qui n'ont aucun point fixe dans Sn est égal à ceci. On rappelle d'abord qu'on a trouvé dans la précédente question 5D, quel que soit K inférieur ou égal à N, si UK est égal à ceci, implique que VK égale à la somme moins 1 à la puissance K moins L, UL. La question, c'est quoi la relation avec D de N? D de N est la somme de K égale à 0, ou bien L égale à 0 jusqu'à N, moins 1 à la puissance L, N factoriel sur L factoriel. Donc, je dois trouver c'est quoi notre UL candidat et VK candidat. Alors, ici, c'est VL.
Donc, je vais essayer de faire voir la permutation. Alors, cette somme, je pourrais l'écrire K ou bien L parmi N fois moins A à la puissance L, N moins L factoriel. Donc, j'ai multiplié par N moins L factoriel pour avoir L parmi N. Encore une fois, j'ai besoin de faire paraître le N moins L. Donc, c'est comme si je cherche Vn, 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 et ainsi de suite. UL. Donc, nous pourrions faire un changement de variable. L, je le change avec N moins L. Et alors, L égale à 0 jusqu'à N, ça ne va rien changer. N moins L parmi N, c'est la même chose que L parmi N. Parce que je sais que N parmi L égale à N moins L parmi L. Donc, ici, moins 1 à la puissance N moins L, on va changer ça. I fois L factoriel. Donc, notre candidat, UL, c'est ça. C'est L factoriel. Et notre Vn, c'est exactement Dn. Donc, pour pouvoir arriver à cette conclusion, il faut démontrer ceci. C'est-à-dire, il faut que je démontre que chaque UK, c'est-à-dire K factoriel, ici notre UK, K factoriel égale la somme de L égale à 0 jusqu'à K, L parmi K fois D de L. Notre V de L. Alors, comment nous pourrions démontrer ceci? Or, je sais que K factoriel, c'est le nombre de permutations dans SK. Cardinal de SK, c'est-à-dire les permutations dans SK, c'est exactement admis K factoriel. Parce que une permutation qui a K éléments, de K éléments 0K, pardon, 1K vers 1K, le premier élément a K possibilités, le deuxième K moins 1, K moins 2 jusqu'à, donc c'est K factoriel. Ça, d'une part. Et SK, je pourrais faire paraître le D de L. Donc, on a besoin d'une permutation, d'une partition. Je pourrais choisir les HL. C'est l'ensemble des sigmas de SK, tel que sigma admis L point fixe. Pas seulement L point fixe, exactement L point fixe. Et alors, ça, on voit si c'est une partition de SK. Parce qu'un élément de SK, il peut avoir aucun point fixe, un point fixe, deux points fixes, ou bien K point fixe. Donc, ça, c'est égal à cardinal de l'union de L égale à 0 jusqu'à K, HL, égale à la somme de L égale à 0 jusqu'à K de H, cardinal de HL. Alors maintenant, on va calculer cardinal de HL. Combien d'éléments ici? Ou bien autrement, pourquoi égal à ceci? Donc, cardinal de HL, un élément sigma appartient à HL, c'est-à-dire il a L point, exactement L point fixe. Et les autres points sont invariants. Donc K moins L
variants, ne sont pas fixes. Donc déjà, pour compter les éléments de HL, c'est-à-dire les permutations dont il contient exactement L point fixe, donc il faut d'abord choisir L parmi K. Fois, alors, il faut maintenant compter les possibilités ici pour varier K moins L point. Donc, compter ces éléments-là, c'est équivaut à compter les permutations de S, L moins K, qui n'ont aucun point fixe. C'est-à-dire qu'il faut compter les dérangements. Et donc, ça, c'est exactement égal à cardinal de dn, pardon, dl moins k. Voilà, que l'on note par dl moins k. Et voilà, donc il suffit juste de remplacer ça, cardinal de h. On va le changer par L parmi K pour choisir L point fixe, puis les K moins L point invariant, donc c'est dk moins L. Voilà, et on a trouvé le résultat. On va essayer de bien écrire la réponse et vous allez mieux comprendre. Vous ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas bien compris. Alors, on va considérer un K inférieur ou égal à N. Notons HL, les permutations de SK qui ont exactement L point fixe, où elles appartiennent à 0K. Alors, on voit clairement que les HL forment une partition de SK. Parce qu'une permutation soit n'a aucun point fixe, soit un seul point fixe, soit deux, soit maximum K. Donc c'est une partition. Et alors le cardinal de SK égale à la somme des cardinals de ces parties-là. Or, le cardinal de SK, c'est K factoriel, parce on sait que le nombre de permutations, c'est exactement K factoriel. Maintenant, on va essayer de justifier ou bien calculer le nombre de permutations qui ont exactement L point fixe. Donc, c'est L parmi K fois dk moins L. Pourquoi? Parce que si on a sigma appartient à HL, alors sigma admet L point fixe. Donc, il faut choisir L point. Et les autres, K moins L point, restent variants. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas fixes. Les sigma de I différents de sigma de I différent de I. C'est-à-dire qu'elle est égale à une autre valeur. On va justifier encore une fois parce que L parmi K, c'est pour le choix de L éléments. Donc, il y a L parmi K possibilité pour choisir les L éléments, les L points fixes. Puis, dk moins L, c'est le nombre de dérangements, c'est-à-dire le nombre de permutations qui n'ont pas de point fixe, donc SK moins L. Pourquoi? On l'a multiplié par ce nombre-là. Normalement, ça compte le nombre des permutations qui n'ont aucun point fixe, donc SK moins L. Parce que tout simplement, c'est équivaut à compter les permutations de SK dont il y a exactement L point fixe et K moins L invariant. Parce que s'il y a un L point fixe, donc on va travailler seulement sur les K moins L. Et on voit dans ces K moins L point aucun point
ne soit fixe. Donc, tous sont invariants. Alors, c'est pour cela on a remplacé ici le cardinal de HL par L parmi K fois dk moins L. Donc, j'explique encore une fois, parce que tout simplement, cardinal de HL égale à L parmi K fois dk moins L. Ça, les possibilités pour choisir L éléments, c'est-à-dire L point fixe parmi les K, on va les choisir. Déjà, on l'a fixé. Et ça, il reste K moins L point, qui soit invariant. Donc, c'est équivaut le nombre de ces éléments-là, les possibilités pour les permutations qui sont invariants, c'est-à-dire il n'y a aucune permutation fixe, donc équivaut à compter les permutations qui ont K moins L éléments, dont SK moins L, et qui n'ont aucun point fixe. Et les éléments qui n'ont aucun point fixe, c'est exactement les dérangements. Donc ce sont le nombre de ces éléments, c'est exactement dk moins L ici. Voilà, c'est pour cela on a remplacé cardinal de HL par L parmi K fois dk moins L. On effectuera un changement de variable, on va changer L par K moins L. Donc ici, on va avoir L, ici K moins L, et les bornes elles vont rester invariantes parce qu'on a changé seulement L par K moins L. Et on sait que K moins L parmi K, c'est la même chose que L parmi K. Donc, d'après la question précédente, on a démontré quel que soit K inférieur à N, on a démontré, c'est ça notre UK, et c'est ça notre VK. Alors, on déduit que dn, c'est-à-dire Vn, égale à la somme de moins 1 à la puissance n moins L, L parmi n fois L factoriel, notre UL. Et on fait un changement de variable. On change K ou bien L par n moins K. Donc on obtiendrait moins 1 à la puissance K sur n factoriel fois n factoriel sur K factoriel. Après simplification de ceci, on va obtenir ceci. Et voilà finalement le résultat demandé. Pour n un entier supérieur ou égal à 2, on considère l'espace probabilisé ddn, l'ensemble des rangements, des permutations qui n'ont aucun point fixe, et l'ensemble des parties de d2n, munies de la probabilité uniforme. On définit une variable aléatoire yn par yn de sigma égale à psi2 epsilon de sigma. Expliciter la loi de yn. Expliciter la loi de yn, ça veut dire il faut donner y oméga. Oméga ici, l'univers, c'est d de n, l'ensemble des rangements. Donc les valeurs prises par y. On sait très bien que yn, l'image de cette variable par un élément, égale à epsilon de sigma, qui est égal à soit 1, soit moins 1. Ainsi, les valeurs possibles de yn sont moins 1 et 1. C'est ça la première étape pour déterminer la loi. Deuxièmement, il faut déterminer la proba de chaque valeur. Égale à combien? Et la proba pour que y égale à moins 1 égale à combien? Donc c'est ça la loi de la variable yn. On a
euh, la probabilité uniforme, c'est-à-dire la probabilité d'un événement A, égale à cardinal de A sur cardinal de oméga. Notre oméga, c'est d de n, l'ensemble des éléments. C'est-à-dire cardinal de A sur cardinal de d de n. Combien de dérangements on a? On le note d de n. Alors, comment on va calculer yn égale à moins 1, la proba de cet événement, et la proba de y égale à moins 1. Alors, il y avait déjà une relation entre cardinal des éléments dans d de n, pardon, sigma appartient à d de n, tel que epsilon de sigma égale à 1, égale cardinal des éléments de permutation dans d de n, tel que la signature est égale à moins 1 plus moins 1 à la puissance n-1 fois n-1. Donc, comment vous pourriez utiliser ceci pour trouver la proba de ces deux événements? Alors, on sait que puisque yn prend ces deux valeurs, alors l'événement contraire de cet événement, c'est 1 moins la proba de yn égale à 1. Voilà. Essayez de trouver quelque chose entre ces deux informations pour trouver la proba de yn égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La proba pour que yn égale à 1, on va utiliser cardinal des éléments de cet événement. Yn égale à 1, on travaille sur l'ensemble des dérangements. Donc, ce sont les dérangements tels que la signature est égale à de sigma égale à 1. Parce que cet événement-là équivaut à ce que yn de sigma égale à 1. Sur cardinal de oméga, qui est d de n, l'ensemble des dérangements. On le note d de n. Voilà. Puis, on va utiliser la formule que je viens d'écrire. Ça égale à cardinal des permutations dans d de n. Il faut faire la différence entre cette partie-là et le cardinal. Tel que la signature égale à moins 1 plus moins 1 à la puissance n-1, la signature fois n-1. Le tout sur d de n. Celui-là, ça va nous donner la proba de yn égale à moins 1, qui est égale encore une fois à 1 moins la proba de y égale à n égale à 1. Et voilà, on va mélanger ces expressions, ça égale à ceci, plus celui-là. Et on va trouver la proba de y égale à n égale à 1. Tout d'abord, pour n'importe quelle permutation dans d de n, la signature de sigma a deux possibilités, soit moins 1, soit 1. Alors, y de d de n, c'est moins 1 ou bien 1. C'est ça notre univers, c'est ça notre oméga. Déterminer la loi de cette variable, il faut calculer la proba de yn égale à 1 et yn égale à moins 1. D'abord, n égale à 1. Puisqu'on travaille avec une probabilité uniforme sur un univers fini, alors pour calculer la proba de cet événement, on doit juste faire cardinal de cet événement sur cardinal de d de n. Cardinal, parce que cet événement-là est équivaut à ce que yn de sigma est égal à 1. Déjà, on a trouvé une expression avec la signature moins 1, c'est-à-dire
on a ceci est égal à ceci sur d de n. C'est ça la notation de cardinal des rangements. On va séparer le dénominateur. On trouvera ça, c'est la proba de yn égale à moins 1, plus ceci. Or, puisque yn égale à 1, yn égale à moins 1, c'est un système complet. Donc, on a celui-là égale à 1 moins la proba de yn égale à 1. Et alors, ça égale la proba de yn égale à moins 1. C'est l'événement contraire de yn égale à moins 1. Et donc, on va séparer, utiliser encore une fois que ceci est égal à la proba de yn égale à 1. Je vais déplacer p de yn égale à 1 ici. Ça fait 2. Et je divise sur 2 pour trouver que la proba de yn égale à ceci. Et p de yn égale à moins 1 égale à 1 moins la proba de yn égale à 1 égale à 1 moins 1 sur 2 moins ceci. Voilà, finalement, on a déterminé la loi de la variable aléatoire yn. On a déterminé yn d de n et les probabilités de chaque valeur prise par cette variable. Avec d de n égale à n factoriel, la somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 à la puissance k sur k factoriel. Calculer pour tout epsilon appartiennent à moins 1, 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de la proba de yn égale à epsilon. Epsilon, il peut être 1 ou bien moins 1. D'après la précédente question, on a trouvé proba de yn égale à 1 égale à ça, et la proba de yn égale à moins 1 égale à 1 demi moins 1. Donc, pour epsilon appartient à moins 1, 1, soit moins 1, on remarque bien, lorsqu'on a 1, la différence, on a ici plus, et lorsque epsilon égale à moins 1, on a ici moins 1. Donc on peut écrire tout ça dans une seule formule. On remplace ceci par epsilon. Donc lorsque epsilon égale à 1, on va avoir plus, et lorsque epsilon égale à moins, on va avoir moins ici. Sinon, vous pouvez calculer la limite pour ça, et calculer la limite pour ça, c'est pas de problème. On rappelle qu'on a trouvé l'expression de d de n égale à n factoriel, la somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 à la puissance k sur k factoriel. Alors maintenant, on va calculer la limite, puisque ça égale à la série de 0 jusqu'à plus l'infini, qui est une série convergente, exponentielle, égale à exponentielle de moins 1. Donc cette limite-là égale à exponentielle moins 1. Ce qui veut dire que cette suite elle est équivalente à exponentielle moins 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Et on sait que n moins 1 sur n factoriel, bien évidemment, tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de la proba de yn égale à epsilon égale à 1 sur 2. Parce que si on fait la valeur absolue de tout ça, donc ça va nous donner égal à la limite de n moins 1 sur n factoriel fois 1 sur n factoriel fois la somme qui est égale à 0 fois exponentielle moins 1. Voilà, finalement on a trouvé que la proba de yn égale à 1 ou bien moins 1, c'est la même chose égale à 1 sur 2. Pour n supérieur ou égal à 2, on considère l'espace Sn, l'ensemble des parties de Sn, mune de la probabilité uniforme. On définit une variable aléatoire Zn, telle que Zn de sigma égale à V de sigma. V de sigma, c'est le nombre de points fixes par la permutation sigma. Expliciter la loi de Zn.
On a besoin d'abord de préciser les valeurs prises par Zn comme les valeurs possibles pour une permutation de V de sigma sont le nombre de points fixes pour cette permutation. Alors c'est cardinal des éléments de 0n tels que sigma k égale à k, c'est-à-dire k est un point fixe. Et donc les valeurs possibles pour cet ensemble-là, ou bien sous cardinal, c'est 0, ou bien 1, ou bien 2, jusqu'à n, maximum admis n points fixes. Donc Zn de Sn, les valeurs prises par Zn sont de 0 jusqu'à les entiers compris entre 0 et n. Maintenant, on va calculer la proba de chaque valeur pour que Zn prend chaque valeur k compris entre Zn, compris entre 0 et n. Donc la proba de Zn est égale à k, puisqu'on travaille avec une probabilité uniforme. Donc si le cardinal de cet événement, Zn égale à k sur cardinal de Sn. L'événement Zn égale à k, c'est-à-dire V de sigma égale à k. Ce qui signifie que sigma admis k point fixe égale, on a déjà vu que ça, le nombre de points pour le nombre des permutations qui ont k points fixes, si k parmi n, il faut choisir k points, il faut les fixer, et il reste n moins k points qui soit invariant. Donc on a déjà expliqué ça. Donc ce qui équivaut à calculer le nombre des dérangements dans Sn moins k. Donc le nombre des dérangements, c'est-à-dire le nombre des permutations qui n'ont aucun point fixe. Et on sait déjà que cardinal de Sn, c'est n factoriel. Alors on remplace dn moins k par son expression. On va simplifier et on obtient 1 sur k factoriel, L égale à 0 jusqu'à n moins k, moins 1 à la puissance L sur L factoriel. Voilà, on a déterminé la loi de Z, les valeurs prises et la proba pour que Z prend chaque valeur de Zn Sn. Pour tout k inférieur ou égal à n, calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Zn égale à k. On a trouvé dans la précédente question, pour k inférieur ou égal à n, la proba de Zn égale à k égale à ceci. Et alors, lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait 1 sur k factoriel fois exponentielle moins 1. Parce que la limite de la suite suivante est une série exponentielle, c'est la somme partielle d'une série exponentielle convergente, donc égale L égale à 0 jusqu'à plus l'infini, moins 1 à la puissance L sur L factoriel, c'est exponentielle moins 1. Question 8c, déterminer le nombre moyen de points fixes d'une permutation aléatoire ainsi que sa limite quand n tend vers plus l'infini. C'est la question 8c. Alors on pourra utiliser la question 8a ou bien 8b, sûrement. Il demande ici le nombre moyen de points fixes d'une permutation. On a déjà vu que Zn compte le nombre de points fixes pour une permutation égale à V de sigma. Et alors, on sait que l'espérance d'une variable aléatoire mesure la valeur moyenne qu'on peut espérer pour une variable pour prendre. Donc, le nombre moyen de points fixes d'une permutation, c'est l'espérance de Zn. Voilà, c'est la première chose, puisque Zn compte le nombre de points fixes. Donc, en moyenne, le nombre de points fixes, c'est l'espérance de Zn, qui est égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n, k fois la proba de Zn égale à k. C'est ça l'expression de l'espérance
chaque valeur prise par Zn fois sa probabilité. On a déjà calculé la probabilité de Zn égale à K. On a trouvé que est égal à ceci. Voilà, c'est ça l'expression de l'espérance. Il demande aussi de calculer la limite de cette espérance, ou bien de la valeur moyenne. On a déjà calculé la limite quand n tend vers plus l'infini de cette proba. On a trouvé que c'est exponentielle moins 1 sur k factoriel. Donc c'est équivaut à k factoriel fois exponentielle moins 1 sur k factoriel si k est supérieur strictement à 0. Sinon, si k égale à 0, on va trouver que cette expression égale à 0. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de k fois le probabilité de Zn égale à k égale à exponentielle moins 1. On simplifie ici par k factoriel, on trouve k moins 1 factoriel. Sinon, égal à 0, lorsque k égale à 0. On va maintenant calculer la limite de cette somme, qui est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini. Comme les intégrales, je pourrais aller de 0 jusqu'à plus l'infini. Oui, puisque cette somme-là s'arrête seulement jusqu'à n, alors je pourrais rajouter la fonction indicatrice sur la partie 0, n. Voilà, cette partie-là égale à ça, égale à 0, si k est supérieur à moins n, et 1 si k inférieur ou égal à n. Donc cette somme-là reste une somme finie, c'est juste la somme jusqu'à n. Pour les autres, il n'y a que des zéros. Et puisque c'est une somme finie, alors je pourrais faire introduire la limite à l'intérieur. On a déjà trouvé que ça, pour k égale à 0, c'est 0. Pour k supérieur à 0, c'est exponentielle moins 1 sur k moins 1 factoriel. Et cette série est égale à exponentielle moins 1 fois exponentielle 1, c'est égal à 1. Finalement, on a trouvé pour n assez grand, le nombre de points fixes s'approche de 1, d'un seul point fixe, pour une permutation.